Voilà pour ça, donc qu'est-ce qu'on pourrait encore bien voir? Le chat. Ah, oui, le chat et le chien, en effet. Alors, le chien, donc, on l'a vu tout à l'heure, symbole de la fidélité et de la garde, puisque vous savez que quand un trésor est gardé, alors soit il est gardé par un dragon, soit il est gardé par des chiens. Alors, le fameux chien qui garde les enfers, Cerbère, qui a un chien à 3 têtes avec un collier de serpent, tout ce qui s'ensuit, bon, qui est chargé de repousser tous les vivants qui veulent rentrer en enfer, on verra pas qui voudrait bien y aller, mais surtout empêcher les morts de vouloir sortir. Alors, sauf des cas exceptionnels, vous savez qu'Orphée est allé aux enfers, rechercher Eurydice, et puis Hercule est allé capturer, lui, le chien Cerbère, c'était l'un des 12 travaux, pour le ramener à la cour du roi Eurysthée, qui a dit, je sais plus quoi lui donner comme travaux, il gagne toujours, mais là, je vais lui demander d'aller chercher Cerbère, il va pas pouvoir, et Hercule arrive à amadouer Cerbère, à le ramener en laisse, dans le palais, et le roi, quand il voit le Cerbère, il se cache dans un tonneau, il ne peut plus en sortir. Enfin, bon, une chose comme ça. Sinon, bien sûr, c'est le symbole de la fidélité. Donc on dit que le chien est fidèle à son maître jusqu'à la mort. Bon, il y a même des histoires post-mortem. C'est-à-dire qu'à l'anniversaire de la mort du maître, le chien est pas dans un état normal, la famille le voit complètement affolé, ou alors il va tout seul sur la tombe dans le cimetière, le chien n'a pas quitté son maître. Vous connaissez l'histoire de Mozart. Quand Mozart est mort, il y a eu 3 à 4 personnes qui ont suivi son enterrement. Et à un moment, il y a eu un orage terrible. Les 4 personnes se sont mises à l'abri. Seul le pompe funèbre a continué de conduire Mozart. Et il y avait derrière un seul personnage, le chien, qui a suivi jusqu'au cimetière. Son chien. C'est une histoire vraie, ça. D'accord. Bon, vous voyez un petit peu, ça raconte la fidélité jusqu'à la mort, en gros, comme symbolique. Bon, voilà pour le chien. Alors le chat. Alors le chat, il est plutôt, lui, négatif. Alors il y a des chats bien gentils. C'est un animal lunaire aussi. Assez lié à Isis, à Vénus, à toutes les lunaires. Alors pourquoi il serait maléfique? Parce que c'est un animal nocturne. En gros, le chat voit la nuit. Bon, le jour, il est plutôt assoupi, il est sur un buffet, sur une chose comme ça. Mais bon, le chat aurait un 6e, si ce n'est un 7e, si ce n'est un 8e sens. Le chat aurait 7 vies. Bon. Alors le chat est magique, il paraît qu'il capterait les ondes de toutes sortes. Donc le chat noir est lié aux sorcières, mais le chat normal il est jamais considéré comme très catholique non plus. Bon, toujours quelque chose qui est... Parce que le chat serait sournois, le chat donnerait l'impression d'être doux, et puis soudain vous avez le coup de griffe, etc. Vous croyez que le chat est bien tranquille, là, posé sur un buffet, et puis paf, soudain il va se mettre ouvert, il saute par la fenêtre, il court après les oiseaux, et bien. Le matou sur le toit en toit, il y a 50 000 aventures, c'est l'infidélité totale, c'est les matous sont réputés par ça, par l'infidélité, etc., etc. Donc en fait, le chat, par sa nature, n'a pas bonne réputation. Mais bon, en ésotérisme, il a une bonne réputation quand même, c'est qu'il est lié au courant psychique. Alors il y a une histoire extraordinaire qui est racontée là-dessus, que les savants ont essayé d'étudier, ils n'ont jamais rien compris. C'est un chat qui avait un maître qui était amiral, et donc l'amiral l'a emmené le chat sur son bateau. Et un jour à une escale, c'était à Vancouver, tout le monde, les marins, l'amiral sont descendus sur le quai, et au moment de reprendre le bateau, le chat n'est pas arrivé. Donc l'amiral est parti avec son bateau vers le Japon, au port de Yokohama, laissant le chat à Vancouver. Bon. Le chat a cherché son maître. Et les gens qui étaient sur les bords du quai ont vu un chat qui faisait tous les quais, tout le port, qui montait sur les bateaux, qui redescendait, qui montait sur les bateaux, qui redescendait, jusqu'à temps il a pris un bateau, il est parti avec ce bateau-là, direction Yokohama. Et quand sur le bateau, les marins ont vu un chat se balader sur le quai, c'était le chat de Vancouver. Donc on a un chat qui a traversé le Pacifique tout seul et sans payer. Alors on a essayé de comprendre, on s'est dit comment on peut expliquer, c'est une histoire vraie, on s'est dit comment on peut expliquer le phénomène. Bien sûr le chat peut sentir les choses, sentir son maître, mais là vous avez le Pacifique entre eux. Il ne pouvait pas nager, donc il devait prendre le bateau. Mais comment il a choisi le bateau? Puisque c'était témoignage certain que le chat tentait des bateaux puis redescendait parce qu'il pensait que c'était pas le bon. Alors on a évoqué la télépathie.
le maître, dans sa pensée, disait à son chat « Je suis là au Japon ». Et le chat aurait capté. Mais comment le chat pouvait prendre le langage d'un non-port japonais? C'est bien beau de dire « Je suis à Yokohama, viens me rejoindre », mais comment le chat comprend la phrase? Donc là, on n'a aucune explication de ça. Et des histoires comme ça, il y a un type, je ne sais plus son nom, il s'amusait à les collectionner. Les cas aberrants, chauds, bizarres, qui font des tas de trucs aberrants, les oiseaux, qui... Bon, enfin, je sais pas quoi. Et je vais vous parler dans un autre film où il n'y a aucun humain, il n'y a que des oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Jonathan Livingston, le goéland. Ah, c'est un film qui est très peu connu, c'était dans les années 70. Donc, c'est basé sur un film, un livre de Richard Bach qui a écrit Jonathan Livingston, le goéland. Un monsieur très fameux à cette époque-là en musique s'appelle Neil Diamond, a composé la musique, les chants, etc. Et le cinéaste, alors je ne sais plus comment il s'appelle, a décidé de faire un film sur cette histoire, mais il n'y a que des oiseaux dans le livre. La seule allusion à l'humain, c'est au début, on voit le chalutier, derrière il y a un grand filet qui est tiré, il y a plein de poissons, il y a une volée de mouettes autour, et tout le reste avec des oiseaux que jusqu'à la fin. Bon, c'est une performance de faire un film là-dessus. C'est un film fantastique. Hein. Ça raconte une initiation d'un goéland. Il faut le faire. Hein. Pas d'humain. Et bien sûr, on va dire comment ils ont fait tourner les goélands. Bon, vous allez voir, il y a des astuces. Et en gros, c'est basé sur deux choses. Il y a eu une histoire initiatique, c'est le livre, et puis une certaine chance. Alors, dans l'histoire initiatique, c'est un goéland qui ne veut pas vivre comme les autres goélands. La communauté des goélands qui se pense à se jeter sur les déchets, à attendre que les pêcheurs mettent des caisses, qu'il y a quelques ailerons de coupés, puis se jeter dessus comme des fous en battant des ailes. Lui, il est là, il vole tranquille, il rêve, hein, il vole tout autour, il ne cherche pas de nourriture. À un moment, sa communauté pense qu'il est un peu barjot. Donc les anciens des goélands le convoquent. Alors, les vieux goélands. Mais nous, notre rôle sur Terre, c'est de manger. Il y a des poissons, il y a des choses, et puis ça ne coûte rien, parce que c'est ce que les hommes abandonnent. Pourquoi toi, tu veux pas être comme les autres? Lui, son idée, c'est de voler le plus haut possible dans le ciel. C'est une folie, ça ne sert à rien, la nourriture est en bas. Et alors lui, tous les jours, il s'entraîne à voler de plus en plus haut. Et dans son entraînement, c'est le parcours initiatique, hein. Forcément, au début, il se casse la figure. Il essaie de monter haut, c'est trop haut, un courant d'air, paf, il est plaqué contre un arbre. Après, il essaie de faire des pirouettes, il essaie de faire des arabesques, etc. Bon, il ne réussit pas, il s'étale dans un marais, il est tout couvert de boue. C'est une vraie catastrophe. Mais il apprend. Chaque fois, il va de plus en plus haut, il vole de mieux en mieux. Et à un moment, il rencontre des maîtres goélands. C'est les maîtres dans les cieux qui sont au 7e ciel par les goélands. Bah oui, c'est le bon word, il lui donne une initiation. Et dans le film, plus ça va, plus il monte, plus il est blanc, plus il est lumineux. Alors au début, c'est un ciel de nuages, il pleut, l'air précipité au sol, on le voit qu'il se cache sous un arbre. À un moment, il monte très haut dans le ciel, il est attaqué par un aigle. Ils se battent tous les deux, forcément le goéland est le dessous, il perd des plumes, mais il réussit à échapper aux griffes de l'aigle, à se réfugier, il a affronté les forces du mal. Après, il rencontre une colombe qui est Maureen, qui est sa compagne de vie. Puis après, il passe les éléments, il passe la tempête, il passe la pluie, il passe ceci, il passe cela, il passe le manque de nourriture, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est extraordinaire comme film, hein. C'est hallucinant. Et à la fin, il réussit, il monte, on ne sait pas jusqu'où, il monte dans le ciel. Il y a un ciel doré tout à la fin, lui, il est totalement blanc, illuminé. Il a réussi l'initiation. C'est extraordinaire comme film, hein. Ça, forcément, c'est peu diffusé, c'est pas connu, et c'est normal, vu la société dans laquelle nous sommes. On ne va pas s'embêter quand il y a des James Bond à passer Jonathan Livingston, le goéland. Alors, le plus extraordinaire, vous le savez peut-être pas, c'est comment le cinéaste a pu faire pour faire tourner des goélands comme ça. Alors au début, on voit un vol de goéland, on filme. On jette plein de nourriture au sol, ils font des vols planés, on filme.
On voit des goélands posés sur une barrière, on filme. Après, on dit, mais il faut quand même que le goéland joue une histoire. À un moment, il va devoir être avec une compagne, avec qui il va faire un vol commun, affronter un aigle, comment on fait? Ça m'a fait rire quand j'ai lu l'histoire, parce qu'au début, je ne croyais pas que ça pouvait être. C'est que les cinéastes, ils ne savaient pas quoi faire pour avoir les oiseaux jouant l'acteur. Et ils disaient, mais c'est impossible à tourner, donc on va devoir inventer des animaux en carton-pâte, truqués, mais ça va se voir. Bon, ils étaient très sceptiques, on continue pas. Ils prennent un pot en terrasse sur un quai, ils voient un vol de goéland, alors regarde, ils sont dans un film sur les goélands, ils sont contents. Ils voient un oiseau qui se pose et qui marche. Alors il fait quelques dizaines de mètres comme ça, arrivé au bout, il retourne. Puis il retourne, regarde, l'oiseau commence à être surpris par rapport aux autres qui volent, lui il marche. À un moment il s'arrête, puis il regarde les cinéastes. L'air de dire, vous voulez un acteur, c'est moi. Alors, ils sont un peu stupéfaits, ils se disent, mais c'est une blague ou pas? Ils vont vers l'oiseau, ils le prennent, et il a tourné dans le film. Bon. Alors forcément, la probabilité qu'un oiseau fasse, comment ça s'appelle, quand on se présente pour un film, un oiseau fasse un casting pour dire vous voulez un acteur dans votre film, c'est moi. Bien sûr, ça ne s'est jamais reproduit dans l'histoire du cinéma, c'est un miracle. Parce que la définition du miracle, c'est un événement qui défie les lois naturelles et qui ne peut pas se reproduire. Et à la fin du film, l'oiseau a refait un tour sur le quai, a marché, s'est envolé, a définitivement disparu. Bon, on s'est dit, voilà, c'est extraordinaire. Dans une histoire d'oiseau, pour l'instant, il n'y a encore rien d'ésotérique. C'est déjà bien parti. Le reste est pire. Hein. Bon, alors voilà une histoire fantastique.